Au cœur du désert jordanien, il existe une ville qui défie la logique, l'histoire et même le temps. Pétra, la ville de pierre des Nabatéens, est un miracle taillé dans la roche, autrefois le centre d'une richesse et d'une culture incomparables dans le monde antique. Mais ce qui rend cette cité si fascinante, ce ne sont pas seulement ses façades monumentales ou ses temples sculptés directement dans les falaises, c'est tout ce que nous ignorons encore. Comment un peuple nomade a-t-il pu construire une métropole de 30 000 habitants dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre? Comment ont-ils sculpté des chefs-d'œuvre avec une précision stupéfiante à l'aide d'outils rudimentaires? Et plus intriguant encore, quels secrets Pétra cache-t-elle encore, enfouis dans les ombres de ces montagnes? En plein désert jordanien, Pétra impressionne par sa grandeur et les mystères qu'elle conserve. Après tout, qui étaient les Nabatéens? Comment ont-ils réussi à ériger une ville aussi monumentale dans un environnement si inhospitalier? Et surtout, quels mystères entourent encore cette civilisation et ses constructions? Pétra est l'une des villes les plus grandioses du monde antique, mais que dissimule encore cette ville dans les ombres de ses falaises sculptées, avec ses tombes monumentales ressemblant à des temples et s'élevant à plus de 30 mètres de hauteur? Ces chefs-d'œuvre d'ingénierie n'ont pas été bâtis au sens traditionnel, mais directement sculptés dans les falaises de grès. À son apogée, Pétra était le centre d'un vaste réseau commercial d'encens et de myrrhe, abritant plus de 30 000 personnes au cœur de l'un des déserts les plus arides de la Terre. Cependant, le site n'était pas naturellement adapté pour une ville, car il ne disposait pas de source d'eau potable. Comment ces anciens habitants ont-ils pu approvisionner en eau une ville aussi vaste? Et comment ont-ils sculpté des structures aussi majestueuses directement dans les falaises? Pour résoudre ces mystères, un géoscientifique s'est joint à des tailleurs de pierre pour recréer une tombe dans le style de Pétra. Des archéologues et des ingénieurs hydrauliques étudient également comment un groupe de nomades a transformé un désert aride en un véritable oasis, comparable à une Las Vegas de l'Antiquité, avec une utilisation extravagante de l'eau. Cachée parmi les canyons de Jordanie, Pétra est restée secrète pendant plus de 1000 ans, protégée par des falaises et gardée par des tribus bédouines. En 1812, Johann Ludwig Burckhardt, un aventurier suisse déguisé en pèlerin arabe, a risqué sa vie pour traverser le Siq, un canyon de près de 180 mètres de hauteur et d'1 kilomètre de longueur. À la fin du passage, il a découvert une façade monumentale appelée le Trésor, ou Khazneh en arabe. Les artisans nabatéens étaient de véritables maîtres dans la manipulation de la pierre. Ils utilisaient des ciseaux en fer, travaillant méticuleusement de haut en bas, sans échafaudage. Tailler directement dans la roche nécessitait une précision extrême qui continue d'étonner ingénieurs et archéologues. Mais comment parvenait-il à une telle précision? C'est l'un des nombreux secrets que Pétra garde encore. Et les secrets ne s'arrêtent pas là. Les façades de Pétra révèlent bien plus sur la culture nabatéenne que nous ne l'imaginons. Construite il y a 2000 ans, c'est une véritable œuvre d'art en termes de design. Mais la véritable fonction du trésor reste un mystère. Était-ce un tombeau, un temple ou autre chose? Et pourquoi tant de constructions similaires à Pétra renferment-elles encore des secrets que les archéologues modernes n'ont pas réussi à percer? Des colonnes imposantes, des chapiteaux ornés et des figures mythologiques ornent cette construction, surmontée d'une urne et menant à une salle avec 3 chambres. Il n'y a aucune décoration intérieure, seulement la beauté naturelle de la pierre qui parle d'elle-même. Le trésor mesure 25 mètres de largeur et 39 mètres de hauteur, ce qui le rend 2 fois plus haut que le mémorial du mont Rushmore. Burckhardt découvrit alors une ville entière, remplie de façades sculptées, rivalisant avec les structures d'Égypte, de Grèce et de Rome. Outre le trésor, il y avait un théâtre pour 6000 personnes taillées dans la roche, une avenue bordée d'immenses temples et d'autres constructions impressionnantes dans les montagnes. Mais qui a construit Pétra et pourquoi?
La réponse réside peut-être chez les Nabatéens, un peuple nomade qui prospérait dans le commerce des épices et des soies et cachait ses richesses dans les falaises. Les récits grecs et romains décrivent d'abord les Nabatéens comme un peuple nomade. Mais 3 siècles plus tard, ils les dépeignent comme des habitants sophistiqués d'une ville prospère. À l'époque de Jésus, le royaume nabatéen était une puissance, entouré par l'Égypte, la Judée et le vaste désert du nord de l'Arabie. Comment cette transformation s'est-elle produite en seulement quelques siècles? Et comment les Nabatéens ont-ils pu construire une ville monumentale en plein désert? Tom Paradise, un géoscientifique dédié à la préservation des structures anciennes, a passé plus de 3 décennies à étudier Petra. À côté du trésor, il observe des marques carrées suggérant qu'une structure en bois aurait peut-être été utilisée pour ancrer la sculpture. Bien que beaucoup croient que ces marques étaient destinées à soutenir des échafaudages en bois, Paradise remet en question cette théorie. Après tout, ces marques ne se retrouvent pas dans d'autres parties de Petra, et la rareté du bois dans le désert rend cette explication improbable. Le nom trésor évoque des légendes de richesses cachées. Beaucoup de personnes ont cherché de l'or et des bijoux sur le site, et des marques de balles sont encore visibles sur l'urne au sommet. Peut-être ces marques ont-elles été faites pour permettre un accès au sommet à la recherche de ces trésors supposés. Cependant, l'urne ne contient pas d'or. Elle est faite de pierres solides, et les seuls trésors qu'elle renferme sont les sculptures magnifiques. Pourtant, selon les légendes locales, il n'y a plus que ce que l'on voit. On raconte que des esprits anciens gardent les passages secrets de Petra, et qu'il existe des endroits où seuls ceux au cœur pur peuvent passer sans danger. Cette aura de mystère continue d'attirer des chercheurs de trésors et des aventuriers jusqu'à nos jours. La véritable finalité de ces marques pourrait ne jamais être totalement connue, mais Paradise estime qu'elles n'ont pas servi à soutenir des structures en bois. Sans bois disponible dans le désert, comment les Nabatéens auraient-ils pu sculpter un monument aussi haut dans la roche? Pour répondre à cette question, Paradise et une équipe de tailleurs de pierre tentent de sculpter une façade dans le style nabatéen, un art que l'on n'a pas vu depuis près de 2000 ans. Peut-être le secret de la sculpture de ces façades est-il sur le point d'être révélé. Des archéologues et des ingénieurs hydrauliques enquêtent sur la manière dont les Nabatéens ont survécu dans un environnement aussi aride. Ueli Bellwald suggère que toute l'infrastructure hydraulique complexe a été érigée selon un plan directeur. Ces découvertes montrent que les ingénieurs de Petra maîtrisaient non seulement le travail de la pierre, mais aussi la gestion de l'eau, transformant ainsi la cité désertique en une véritable oasis de l'Antiquité. Ces recherches révèlent les secrets de la manière dont une tribu nomade a réussi à construire une métropole de pierre et les raisons qui ont fait de Petra une légende. Beaucoup de personnes reconnaissent le trésor comme le décor de la scène finale d'Indiana Jones et la dernière croisade, où Harrison Ford et Sean Connery entrent dans un temple à la recherche du Saint Graal. Mais la véritable aventure a commencé en 1812, lorsque Johann Ludwig Burckhardt, affrontant une chaleur écrasante et le risque d'être découvert, a parcouru les étroits couloirs du Sikh vers l'inconnu. À chaque pas, il savait qu'il pourrait révéler un secret millénaire ou sceller son destin dans le désert. Malgré la renommée hollywoodienne, le trésor et la plupart des structures emblématiques de Petra sont en réalité des tombes et non des temples. Bien que les Nabatéens aient laissé peu de documents écrits, certaines tombes portent des inscriptions en araméen, la langue courante à l'époque de Jésus. Sur une façade appelée Turkménia, l'inscription avertit « Ce tombeau est sacré. Rien de ce qui est ici ne doit être déplacé ou modifié à jamais. » Malgré cela, des pilleurs ont violé de nombreuses tombes au fil des siècles, et peu de restes humains et d'objets ont été préservés. Cependant, les niches sculptées en forme humaine révèlent que ces espaces étaient bien des chambres funéraires. La culture nabatéenne entretenait une relation profonde avec l'au-delà, et cela se reflète dans l'emplacement des tombes. Pour les Nabatéens, les morts étaient toujours présents dans la vie quotidienne,
et leurs tombes creusées dans la ville symbolisaient ce lien entre les mondes des vivants et des morts. De plus, la religion nabatéenne intégrait des éléments de plusieurs cultures, honorant des divinités comme Dushara et Alouza, encore vénérées dans certaines traditions locales. Au total, les pentes de Petra renferment plus de 800 tombes. L'imposante architecture de ces monuments a conduit certains des premiers explorateurs à considérer Petra comme une vaste nécropole. Mais 2 siècles de recherche montrent que la ville était également un centre de vie. Christopher Tuttle, fort de plus de 10 ans de travail dans la région, souligne que, bien que moins de 2% de Petra ait été fouillé, les archéologues ont déjà cartographié une zone de la taille de l'île de Manhattan. Ce noyau urbain d'environ 5 km² comprenait des espaces pour l'habitat, le travail et la dévotion. S'étendant vers le nord et le sud, les banlieues augmentaient la capacité de population de la ville. Sur la base de ces études, Tuttle estime que Petra a atteint entre 20 000 et 30 000 habitants à son apogée. Contrairement à d'autres cultures qui tenaient leurs morts éloignés des centres urbains, les Nabatéens disséminaient des tombes dans toute la ville. Cette pratique soulève des questions sur les raisons de cette intégration des tombes à la ville et sur la manière dont ils ont procédé. Tom Paradise, dans sa tentative de recréer une façade dans le style nabatéen, espère trouver des réponses sur la technique utilisée pour sculpter ces monuments il y a 2000 ans. Pour la sculpture, Petra ne peut pas être utilisée en raison de son statut de patrimoine mondial. À la recherche du grès idéal, Paradise se rend dans le sud de la Californie, où Nathan Hunt, un sculpteur expérimenté, confirme avoir trouvé un grès à grains fins, parfait pour le travail. Le grès est une roche tendre, formée par des couches compactées de sable et de minéraux. Avec la pierre idéale en main, l'équipe a besoin des bons outils. À Petra, Paradise découvre des marques de ciseaux sur la pierre, indiquant l'usage d'outils en fer il y a des millénaires. En comparant ces marques avec celles laissées par des outils modernes, Paradise sélectionne les ciseaux appropriés, le ciseau dentelé, le ciseau plat et le ciseau pointu. Le ciseau pointu est utilisé pour enlever de grandes portions de pierre, et Hunt et Rankin commencent leur travail avec cet outil. Au début, la sculpture à la main semble prometteuse, mais les défis ne tardent pas à apparaître. Le processus est lent et laborieux. Sans l'abondance de temps et de main-d'œuvre qualifiée dont les Nabatéens disposaient probablement, l'équipe se tourne vers des outils électriques pour accélérer le travail. Rankin affirme que cette adaptation ne compromet pas l'authenticité, car le ciseau électrique ressemble à ceux utilisés par les Nabatéens, bien que mécanisé. Avec les outils et la roche appropriée, l'équipe se prépare enfin à recréer une façade dans le style de Petra, révélant de nouvelles perspectives sur le travail des anciens Nabatéens. Les Nabatéens ont développé un style architectural unique à Petra, combinant des influences de diverses cultures et civilisations anciennes. Paradise identifie dans les façades locales des éléments qui rappellent la Grèce et Rome, comme les colonnes et les chapiteaux, ainsi que des détails évoquant l'Assyrie et la Mésopotamie, avec des motifs en gradins et même des références à l'Inde et à l'Égypte, à travers des chapiteaux en forme de tête d'éléphant et des obélisques. Mais au-delà de ces influences familières, il existe des traits distincts et exclusifs à Petra, tels que des frontons divisés surmontés de cônes, des chapiteaux et des urnes. Pour Paradise, cette fusion stylistique raconte la véritable histoire de Petra, une ville née d'un carrefour de cultures, façonnée par le commerce de l'encens et de la myrrhe. Le commerce de ces articles de luxe reliait Petra à des civilisations lointaines comme l'Égypte, la Grèce et Rome, et les Nabatéens, connaissant bien les routes du désert, établissaient des postes et percevaient des péages tout au long du chemin. Andrew Smith a découvert l'un de ces postes, le fort de Bir Madkour, qui abritait des artefacts tels que des flacons de parfum en argile montrant comment les Nabatéens emballaient et transportaient leurs marchandises. La route de l'encens devint essentielle pour les Nabatéens, qui s'imposèrent comme l'une des nations les plus riches du monde antique, selon Pline l'Ancien.
Une grande partie des richesses obtenues fut investie à Pétra, où l'influence des relations commerciales se refléta dans l'architecture des tombes et des bâtiments. Paradise pense que les variations dans les styles des tombes reflètent cette diversité culturelle et que l'expérience de sculpture qu'il mène avec son équipe pourrait offrir de nouveaux indices sur la façon dont ces monuments étaient adaptés à leur environnement. Alors que l'équipe fait face à des défis pratiques, comme la nécessité d'élargir la façade pour s'adapter à la roche en Californie, elle réalise que les designs nabatéens étaient ajustés aux conditions locales. Cette découverte offre une nouvelle compréhension des variations dans les gradins en corbeau, un élément fréquent à Pétra. Paradise suggère qu'à mesure que les dimensions des façades changeaient, les gradins étaient également modifiés. Ces ajustements étaient dictés par la roche elle-même, influençant le style architectural de chaque tombe. En dehors de l'architecture, les Nabatéens démontraient des compétences impressionnantes en gestion de l'eau. Le grand temple de Pétra, avec ses escaliers et ses colonnes, dissimule un réseau complexe de canaux souterrains, comme le révèle Sue Alcock et son équipe de l'université Brown. En utilisant un radar à pénétration de sol, GPR, ils explorent le sous-sol et détectent des variations dans les matériaux souterrains, tels que les mouvements d'eau et d'air, indiquant la présence de canaux cachés. Ces canaux prouvent l'ingéniosité des Nabatéens pour maintenir une ville prospère dans le désert, assurant un approvisionnement en eau essentiel à leur prospérité. Des explorations récentes dans le grand temple de Pétra ont révélé un réseau souterrain de canaux, suggérant un système d'approvisionnement en eau élaboré qui interconnectait toute la ville. Selon Sue Alcock, en observant Pétra dans son ensemble, on peut voir que ces bâtiments n'étaient pas indépendants, mais faisaient partie d'un système urbain complexe alimenté en eau. Cependant, le défi est de comprendre comment cette ville désertique obtenait suffisamment d'eau pour soutenir sa population et ses systèmes hydrauliques complexes. Une réponse possible vient de la source d'Ain Moussa, située à 8 km de Pétra et encore utilisée par les habitants locaux. Selon la légende, c'est là que Moïse aurait fait jaillir de l'eau d'un rocher pour abreuver les Israélites dans le désert. Alison Mikel et Cecilia Feldman de l'équipe de l'université Brown ont collaboré avec l'ingénieur hydraulique Charles Ortloff pour étudier comment l'eau d'Ain Moussa aurait pu être transportée jusqu'à Pétra. À l'entrée de la ville, dans le défilé du Sikh, ils ont trouvé des vestiges de tuyaux en céramique formant un canal étroit le long de la roche. Ces anciens conduits mesuraient environ 30 cm et des milliers de segments auraient été nécessaires pour couvrir la distance jusqu'à Pétra. Cependant, Ortloff souligne que les connexions en céramique sont susceptibles de fuir, ce qui rend ce système très complexe. Pour comprendre comment ce système fonctionnait, Ortloff et Cheyenne Misra-Hosseini ont mené des expériences à l'Université d'État de Californie, à San José. En utilisant un réservoir de 8 mètres, ils ont analysé la meilleure inclinaison pour que l'eau coule rapidement sans augmenter la pression au point de provoquer des fuites. Des inclinaisons plus abruptes, comme 6 degrés, créaient de la turbulence et une pression excessive. En ajustant à 4 degrés, le flux restait constant avec un espace d'air au-dessus de l'eau, réduisant les risques de fuite. De manière surprenante, des mesures effectuées à Pétra ont montré que les Nabatéens utilisaient cette même inclinaison il y a 2000 ans, prouvant qu'ils maîtrisaient des techniques d'ingénierie avancées bien avant qu'elles ne soient formellement documentées en Occident. Outre l'eau, les Nabatéens devaient également faire face à une pénurie de bois dans le désert. La construction des tombeaux dans les falaises nécessitait des méthodes créatives, car il était difficile de construire de grands échafaudages en bois. Cette capacité à s'adapter aux ressources disponibles, tant pour la construction que pour l'ingénierie hydraulique, témoigne de l'ingéniosité nabatéenne, qui a transformé Pétra en l'une des villes les plus avancées de son époque. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre Pétra, une question nous intrigue. Parviendrons-nous un jour à percer tous les mystères que cette ville recèle? Ou restera-t-elle, pour toujours,
comme un casse-tête laissé par les anciens Nabatéens attendant éternellement d'être déchiffré. L'avenir de Petra est désormais entre nos mains. Avec le tourisme et les changements environnementaux, préserver ce trésor millénaire exige un effort continu. Petra nous rappelle notre responsabilité de protéger et de respecter l'héritage des civilisations passées et de veiller à ce que leurs merveilles continuent d'inspirer les générations futures. Dans le tombeau inachevé de Petra, un aspect particulier attire l'attention. La partie supérieure a été sculptée, tandis que la partie inférieure reste intacte, indiquant que les Nabatéens travaillaient de haut en bas, sans utiliser d'échafaudage traditionnel. Paradise pense qu'ils commençaient à sculpter au sommet de la paroi rocheuse et descendaient progressivement. De retour en Californie, il demande à Hunt et Rankin d'adopter cette même approche pour sculpter leurs répliques nabatéennes. Ils n'utilisent pas d'équipement de sécurité moderne, ni de grandes structures en bois, mais adoptent une technique ingénieuse. Ils perforent la roche pour insérer des chevilles en métal, sur lesquelles ils appuient des planches de bois, créant ainsi de petites plateformes mobiles. Cette structure temporaire leur permet de progresser couche par couche dans la sculpture, en retirant les chevilles et les planches au fur et à mesure qu'ils descendent, effaçant les traces de ces plateformes improvisées. Pendant qu'ils sculptent, Hunt et Rankin remarquent que la roche retirée forme une rampe naturelle à la base de la façade, leur permettant de continuer le travail sans avoir besoin de plateformes élevées. Ces débris servent de chemin pour les sculpteurs afin d'atteindre les parties plus basses, démontrant une technique adaptative et durable qui explique l'absence de traces d'échafaudage à Petra. Au fur et à mesure que l'équipe surmonte les défis pratiques, une nouvelle théorie sur la construction du trésor commence à émerger. Les Nabatéens grimpaient jusqu'au sommet de la falaise et commençaient à sculpter à partir de la couche supérieure en retirant les roches de haut en bas grâce à des plateformes temporaires et à des rampes de débris qui s'accumulaient naturellement tout au long du processus. Cependant, Petra n'était pas confrontée uniquement au défi de la construction en hauteur. Comme le montrent des vidéos amateurs, la région est parfois touchée par des crues soudaines qui peuvent causer des destructions considérables. En 1963, une inondation a coûté la vie à 22 touristes français dans le SIC et de tels événements continuent de menacer le trésor aujourd'hui. Pour comprendre comment les Nabatéens faisaient face à cette menace, l'architecte et archéologue suisse Ueli Bellwald étudie les structures de contrôle des inondations dans la région. Près du trésor, il trouve un ancien barrage composé d'énormes blocs cimentés ensemble, encore intacts après 2000 ans. Bellwald pense que, en choisissant cet endroit pour sculpter la façade, les Nabatéens avaient déjà envisagé comment gérer les crues. Bellwald poursuit sa recherche d'autres barrages et sur les pentes du canyon, il remarque une ligne de coloration différente sur la roche. Au-dessus de cette ligne, la pierre est assombrie, tandis qu'en dessous, elle est plus claire, suggérant des dépôts minéraux indiquant la présence d'eau accumulée dans le passé. Il suit cette ligne jusqu'à trouver 2 rainures profondes dans les parois du canyon, qui marquent l'emplacement d'un ancien barrage. Chaque barrage devait être fermement ancré dans les falaises pour supporter la pression de l'eau accumulée pendant les pluies intenses. Les Nabatéens ont montré une remarquable habileté à gérer l'eau dans un environnement si sec et difficile, en utilisant des barrages pour rediriger le flux et protéger la ville et ses constructions des dégâts potentiels causés par les crues. Cette infrastructure hydraulique, combinée à des techniques innovantes de sculpture, met en évidence l'ingéniosité du peuple nabatéen qui, même dans des conditions adverses, maîtrisait l'art de s'adapter à la nature pour construire une ville durable et majestueuse. En explorant le système de contrôle des inondations de Petra, Bellwald a révélé que les Nabatéens avaient construit un réseau complexe de 5 barrages interconnectés. Pour en augmenter l'efficacité, ils ont creusé un canal de 42 mètres de long et 5 mètres de profondeur, détournant l'eau et créant une vaste zone de stockage qui réduisait la vitesse et la force des eaux avant qu'elles n'atteignent le trésor.
Cet exploit d'ingénierie était aussi impressionnant que la construction même du monument. Bellwald explique qu'en détournant et en dispersant l'eau, le système réduisait considérablement la vitesse des crues, fonctionnant avec une précision remarquable. Aujourd'hui, une équipe restaure ce réseau de barrages pour protéger à nouveau le trésor. Bellwald estime que les Nabatéens ont conçu et construit le système de barrage et le trésor simultanément, et des indices suggèrent que la majeure partie de la ville, y compris les systèmes d'eau et les tombeaux monumentaux, a été construite en une période relativement courte d'environ 100 ans, à l'époque de la naissance de Jésus. Cela suggère une planification magistrale qui connectait toute l'infrastructure hydraulique de Petra. Pendant ce temps, à Saint-José, Charles Ortloff estime le volume d'eau que le système fournissait. Il a cartographié des sources, barrages, citernes et réservoirs constituant un système hydraulique intégré. Ce réseau comprenait 8 sources d'eau potable, 36 barrages, plus de 100 citernes et 200 km de conduite. Selon ses estimations, le système fournissait à Petra environ 8 litres d'eau par personne, suffisamment pour les 30 000 habitants qui y vivaient. Cette quantité permettait non seulement la survie, mais transformait également Petra en une oasis, avec des preuves d'une abondance d'eau destinée à des usages ornementaux et récréatifs. Leigan Bedal a trouvé des indices de ce luxe en fouillant une structure qu'elle croyait être un marché. À environ 2,5 mètres de profondeur, son équipe a découvert un ciment imperméable, indiquant une zone conçue pour contenir de l'eau. En continuant à creuser, ils ont découvert une structure souterraine de 42 mètres sur 24, presque de la taille d'une piscine olympique. Bedal a trouvé des traces d'une terrasse paysagée autour de cette structure et a conclu que le supposé marché était en réalité un complexe ornemental avec piscine et jardin, un véritable oasis au cœur du désert. Outre la piscine, les fouilles ont révélé que le centre de Petra abritait des fontaines, des canaux et d'autres éléments décoratifs liés à l'eau, ornant une rue à colonnade. Cette utilisation ostentatoire de l'eau dans un environnement aussi aride reflète la richesse et la sophistication des Nabatéens qui ont utilisé leurs connaissances en ingénierie hydraulique pour faire de Petra une cité unique, luxuriante et captivante, destinée à impressionner les visiteurs. Aujourd'hui, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais, même sous les regards curieux de milliers de touristes, Petra continue de murmurer des secrets qui échappent à la compréhension et inspirent visiteurs et chercheurs du monde entier. Beaucoup viennent non seulement pour admirer la beauté de Petra, mais aussi pour réfléchir à la résilience et à l'innovation d'une civilisation qui a laissé un héritage durable dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. L'abondance d'eau à Petra, en plein désert, est comparable à l'extravagance de Las Vegas, où l'usage ostentatoire de cette ressource rare transmet un message de richesse et de pouvoir. Aujourd'hui, Petra est l'une des destinations les plus visitées de Jordanie, mais son environnement est également menacé. Le tourisme, essentiel à sa préservation, exige en même temps une gestion attentive pour que les vestiges nabatéens puissent être appréciés par les générations futures sans perdre leur valeur historique. Pour ceux qui arrivaient après des jours passés sous un soleil intense et un climat sec, entrer dans cette cité oasis devait provoquer un impact profond. Les fontaines, les piscines et l'architecture de Petra, riches en influences culturelles, ont nourri des légendes qui se sont répandues au fil des siècles. Après 2 mois de sculpture, Paradise et son équipe en Californie ont finalement achevé leur façade de style nabatéen. L'œuvre est une fusion d'éléments de diverses cultures, des traits assyriens, égyptiens, gréco-romains et bien sûr des touches nabatéennes, avec une note californienne moderne. Contempler cette œuvre achevée nous rappelle la force et la persévérance des Nabatéens. Mais connaissons-nous toute l'histoire, ou reste-t-il encore à découvrir sur le génie des Nabatéens? En imaginant la vie à Petra, il est impossible de ne pas être ému par l'écho des siècles qui résonne encore entre les pierres.
Chaque visiteur ressent la présence de ceux qui ont habité ce lieu et sculpté ces montagnes de leurs propres mains. Cette combinaison révèle la maîtrise qu'avaient les Nabatéens de la pierre, essentielle à la splendeur et à la richesse de Pétra. Cependant, la ville et son royaume ont décliné, et les raisons vont au-delà d'un seul facteur. Bien qu'un grand tremblement de terre en 363 après J.C. ait détruit de nombreux édifices, des vestiges suggèrent que Pétra rencontrait déjà des difficultés avant cet événement. Dans la grande cour, l'utilisation de la piscine comme décharge, marquée par des os d'animaux, indique un déclin qui pourrait avoir commencé dès le IIe siècle. De plus, des indices montrent qu'après le tremblement de terre, de nouvelles inondations catastrophiques pourraient avoir accéléré la décadence de Pétra. Paradise pense qu'une de ces inondations aurait arraché les pavés de la rue principale, marquant la fin de l'âge d'or de la ville. Malgré les épreuves, la sculpture moderne de Pétra demeure vivante dans les collines de Californie, où Paradise et ses collègues ajoutent une touche finale. Un chapiteau nabatéen avec un bouton simple au centre. Sans le détail habituel des feuilles ou des fleurs, ce choix reflète la révérence des Nabatéens pour la roche. En utilisant le grès lui-même pour polir la surface, Hunt achève la sculpture, mettant en lumière la relation intime des Nabatéens avec la pierre. Après tout, le nom Pétra vient du grec signifiant « roche », symbolisant le lien entre les Nabatéens et le grès qui façonnait leur vie et leur mort. Aujourd'hui, Pétra accueille plus de 500 000 touristes par an, impressionnés par le trésor et les reliques de l'ancienne cité. Tuttle souligne que Pétra était bien plus qu'une ville. Elle était la capitale d'un royaume qui maîtrisait la gestion de l'eau et la prospérité dans un environnement inhospitalier. Sans le contrôle hydraulique qui alimentait ses fontaines, ses piscines et ses systèmes d'irrigation, Pétra n'aurait pas existé. Les Nabatéens ont transformé un désert inhospitalier en une oasis culturelle et économique, et Pétra reste une preuve de leur ingéniosité. Mais avons-nous découvert tous les secrets que cette cité cache, ou d'autres mystères attendent-ils encore d'être révélés? Et vous, êtes-vous prêt à percer davantage de secrets de l'Antiquité? Merci d'avoir regardé, et maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Je suis sûr que vous serez également étonnés. Cliquez et découvrez davantage sur les mystères de notre monde.